Au cœur du plus grand des océans, dans l'immensité bleue du Pacifique, gît un îlot perdu, unique en son genre. C'est l'endroit habité le plus isolé de la planète. Le continent le plus proche, l'Amérique du Sud, se situe à 3500 km à l'est. Son plus proche voisin, la minuscule île Pitcairn, est à 2000 km à l'ouest. Tout autour s'étend un désert aquatique sans fin, où l'horizon se confond avec le ciel en une ligne unique et infinie. Cette île est un triangle volcanique, le sommet d'une gigantesque montagne sous-marine surgissant des profondeurs. Pendant des siècles, le monde a ignoré son existence. Pour les marins d'antan, c'était un fantôme, un point sur la carte impossible à repérer. Mais un matin brumeux, l'histoire a basculé. Le dimanche 5 avril 1722, l'amiral néerlandais Jacob Roggeveen, naviguant autour du monde à la recherche du mythique continent sud, aperçut la Terre à l'horizon. Après des mois de traversées éprouvantes d'eau déserte, son équipage était au bord du désespoir. Soudain, un rivage salvateur apparut. La découverte coïncidant avec le dimanche de Pâques, Roggeveen, sans hésiter, cartographia l'île sous le nom de Pasch Island, l'île de Pâques. Ce nom, né du hasard, resta à jamais associé au lieu. Mais ce que les marins épuisés virent à mesure que leurs navires approchaient ne ressemblait en rien au paradis tropical qu'ils avaient imaginé. Les rivages de l'île étaient rudes et inhospitaliers, presque dépourvus d'arbres, brûlés par le soleil et balayés par les vents. Ils ressemblaient davantage à un paysage écossais sauvage, abandonné au milieu de l'océan. Au lieu de luxuriantes palmeraies, des arbustes clairsemés et des herbes rêches recouvraient les pentes douces de volcans éteints. La terre semblait trop pauvre et aride pour abriter la vie, et encore moins une civilisation. Mais alors, ils l'aperçurent. Tout le long du littoral, dos à l'océan déchaîné et tourné vers l'intérieur des terres, se dressaient des géants. Des rangées d'énormes figures de pierre sculptées dans du tuf volcanique gris. Des dizaines, des centaines de géants silencieux, aux visages allongés, aux arcades sourcilières saillantes, aux lèvres fines et serrées et aux longues oreilles. Leurs orbites vides, jadis peut-être incrustées de corail et d'obsidienne, semblaient aveugles, mais leur regard était fixé au-delà de l'horizon, dans l'éternité. Sur leur tête, certains portaient d'imposants cylindres de pierre rouge, semblables à des chapeaux géants ou à des touffes de cheveux, pesant chacun plusieurs tonnes. Roggeveen et son équipe étaient stupéfaits. C'était impossible. Qui aurait pu créer ces colosses sur une île aussi désolée et isolée? Ils observèrent les habitants, des Polynésiens, voyageant dans des pirogues fragiles et percées. Ils ne possédaient ni outils en fer, ni animaux de trait, ni roues. Leur technologie semblait primitive. Comment cette poignée d'individus, vivant sur un lopin de terre sans forêt ni ressources, pouvait-elle sculpter des statues pesant des dizaines, voire des centaines de tonnes dans la pierre la plus dure, les transporter sur des kilomètres depuis la carrière et les installer sur d'immenses plateformes de pierre appelées AU? Cette question, posée il y a 300 ans, est devenue l'un des plus grands mystères de l'archéologie. L'île, que ses habitants appelaient Rapa Nui, Grande Rapa, s'est révélée être bien plus qu'un simple point sur une carte, un fragment d'un monde disparu, gardienne d'un secret qui a déconcerté scientifiques, explorateurs et aventuriers. Chaque recoin de cette île triangulaire, d'une superficie de seulement 163 km², est empreint de mystère. Le cratère du volcan Ranokau, rempli d'eau douce et envahi de roseaux, conserve les traces d'anciennes cérémonies.
Sur les flancs d'un autre volcan, le Rano-Raraku, se trouve une carrière gigantesque, berceau d'idoles de pierre. Ici, comme sur un champ de bataille figé, gisent des centaines de statues inachevées, les Moai. Certaines sont à peine ébauchées, leurs contours à peine visibles dans la roche, d'autres sont entièrement sculptées et reposent dans des tranchées prêtes pour un voyage qui n'a jamais commencé. L'une d'elles, la plus grande jamais créée, un géant de près de 22 mètres de long et pesant environ 270 tonnes, demeure à jamais enchaîné à son rocher, tel un dieu endormi, condamné à ne jamais se réveiller. De quelle société s'agissait-il? Quelle force inconnue, quelle foi ou obsession a poussé des générations entières d'insulaires à consacrer leur vie à la création de ces gardiens de pierre? Il ne s'agissait pas d'images de Dieu au sens traditionnel du terme. Les Moai sont considérés comme des ancêtres divinisés, gardiens des clans, dont le pouvoir spirituel, le mana, était censé protéger leurs descendants et assurer la fertilité de la terre. Mais pourquoi ont-ils cessé de les créer? Quelle catastrophe a mis fin à ce projet grandiose, laissant la carrière pleine de géants inachevés et les routes de l'île jonchées d'idoles déchues et abandonnées? L'île de Pâques, ce n'est pas qu'une histoire de pierre, c'est l'histoire d'un peuple. C'est l'histoire du triomphe de la volonté et du génie humain qui ont permis à une civilisation de l'âge de pierre d'atteindre des sommets incroyables dans un isolement total. Et c'est aussi une tragédie. C'est l'histoire de la façon dont l'ambition, poussée à l'extrême, peut mener à l'épuisement des ressources et à l'effondrement d'une société, ne laissant derrière elle que des témoins silencieux d'une grandeur passée. Le regard perdu dans les profondeurs de l'île, comme s'ils contemplaient à jamais les ruines de leur propre monde, pour résoudre l'ultime mystère qui a déplacé les géants de pierre et comment, il nous faut remonter le temps. Il nous faut tenter de comprendre la vision du monde des anciens Rapa Nui, reconstituer leur technologie et percer le mystère du drame qui s'est déroulé sur ce minuscule lopin de terre oublié. Le voyage commence ici, parmi les Moai silencieux, dont le silence est plus éloquent que n'importe quel récit. Imaginez l'océan, non pas une simple étendue d'eau, mais un univers entier d'eau, s'étendant d'un horizon à l'autre, sans la moindre trace de terre. L'océan Pacifique porte bien son nom. Il est rarement calme. C'est un élément vivant, infini, capable de donner la vie et de la reprendre en un instant. Pour le monde antique, il était la limite de la réalité, le bout du monde, au-delà duquel ne s'étendait que l'immensité bleue et les mythes. Mais pour un peuple, cet océan n'était pas un obstacle, mais une voie. Les Polynésiens, les plus grands navigateurs de l'histoire de l'humanité, les explorateurs de leur temps. Bien avant que les Européens n'osent quitter leur rivage, ces hommes, à bord de leurs pirogues à double coque, les Waka, accomplissaient des voyages inimaginables, guidés uniquement par le mouvement des étoiles, le vol des oiseaux, la couleur de l'eau et la forme des vagues. Ils lisaient l'océan comme un livre ouvert, et le ciel nocturne était leur carte. D'où venaient ces âmes courageuses qui osèrent affronter le vide? Leurs traces les menèrent vers l'ouest, aux îles Marquises ou Gambier, vers des terres fertiles devenues peut-être trop exiguës pour les tribus grandissantes. Les légendes, transmises oralement depuis des générations, racontent l'histoire d'un grand chef, un Ariki, nommé Otumatua. Il fit un rêve prophétique où, selon la légende, son sage conseiller Haumaka eut la vision d'une île lointaine et inhabitée, destinée à devenir le nouveau foyer de son peuple. Il ne s'agissait pas d'une fuite désespérée,
mais d'une expédition soigneusement planifiée vers l'inconnu. Selon la légende, Hotumatua envoya d'abord 7 éclaireurs à la recherche de la terre promise. Ils traversèrent des milliers de kilomètres d'océan et la trouvèrent, un triangle de terre solitaire, perdu dans l'immensité bleue. À leur retour, ils confirmèrent l'existence de l'île. Puis commença la grande migration. 2 immenses pirogues, chargées à ras-bord, quittèrent leur rivage natal. Ce n'étaient pas de simples embarcations, mais des arches porteuses des germes d'une nouvelle civilisation. À leur bord se trouvaient des hommes, des femmes et des enfants. Ils emportaient leurs biens les plus précieux, des plants d'arbres à pain, de taro, d'igname et de patates douces, des poulets, les seuls animaux domestiques capables de survivre à un tel voyage, des outils de pierre, leur savoir et surtout leur Dieu et leur culture. Ils quittaient leur foyer pour toujours, brûlant derrière eux tous leurs repères. Imaginez ce voyage, des semaines qui se mutent en mois. Le jour, un soleil impitoyable qui brûle leur peau et fait évaporer la précieuse eau douce. La nuit, une obscurité veloutée, parsemée des diamants de constellations inconnues, leur seul repère. Des embruns salés qui ne sèchent jamais sur leurs vêtements. Le craquement des coques de bois et des cordages de palmes, en harmonie avec le rugissement du vent. La peur des tempêtes, lorsque des vagues gigantesques menacent d'engloutir leurs frêles embarcations. Un espoir qui s'amenuise jour après jour, tandis que l'horizon demeure désespérément vide. Un matin, alors que le désespoir avait presque brisé leur morale, le guetteur en haut du mât poussa un cri. Ce n'était pas un cri de terreur, mais un cri de joie et d'incrédulité. Une fine traînée sombre apparut à l'horizon. La terre. À mesure qu'ils approchaient, l'île se dévoila à eux dans toute sa splendeur. Ce n'était pas la terre aride et presque dépourvue d'arbres que nous connaissons aujourd'hui. Non, les premiers colons découvrirent le paradis, une oasis d'émeraude au cœur d'un désert d'eau. Ses pentes étaient couvertes d'une dense forêt subtropicale, dominée par des palmiers géants aux troncs élancés vers le ciel, dont les cimes offraient ombre et fraîcheur. Des lacs d'eau douce scintillaient dans les cratères de volcans éteints. L'air résonnait du gazouillis assourdissant de millions d'oiseaux marins, qui n'avaient jamais vu d'humains et ne connaissaient aucune peur. Ils débarquèrent à Anakena Bay, sur une plage de sable blanc et fin. Après des mois de naufrage, retrouver la terre ferme sous leurs pieds fut un véritable miracle. La première gorgée d'eau fraîche du ruisseau dévalant la pente fut plus douce que n'importe quel nectar. Ils étaient arrivés. Ils avaient survécu. Ils baptisèrent leur nouvelle demeure, Tepito Otehenua, le nombril de la terre. Non pas le bout du monde, comme nous l'appellerions, mais le centre même de l'univers. Pour eux, coupés du reste de l'humanité par des milliers de kilomètres d'océan, cette petite île devint leur univers tout entier. Ici, dans cet isolement absolu, ils allaient commencer une nouvelle vie. Ils emportaient avec eux les souvenirs du passé, mais leur avenir devait être bâti de toutes pièces sur ce sol volcanique. Ils ignoraient encore que leurs descendants étaient destinés à créer l'une des cultures les plus singulières, grandioses et énigmatiques de la planète. Ils ignoraient qu'ils sculpteraient dans la pierre de ces volcans les visages de leurs ancêtres, les condamnant à contempler l'éternité. Pour l'instant, ils n'étaient qu'une poignée d'individus sur les rivages d'un océan infini, emplis d'espoir et de gratitude envers les dieux qui les avaient conduits vers une nouvelle terre. L'histoire de Rapa Nui ne faisait que commencer.
Pour comprendre comment les géants de Rapa Nui ont accompli leur incroyable voyage, il nous faut remonter à leur berceau. Au cœur même de l'île, dans un lieu de puissance et de création nommé Rano Raraku. Bien plus qu'un simple volcan éteint, c'est le berceau des dieux de pierre, l'atelier sacré des ancêtres, où la terre elle-même a donné naissance aux géants. Imaginez un immense amphithéâtre sculpté par la nature et l'homme. Les flancs du volcan sont parsemés de centaines de niches et de creux, comme une ruche géante où des générations de tailleurs de pierre ont œuvré sans relâche. Ici, sur les pentes intérieures et extérieures du cratère, près de 400 moai reposent encore, dressés, le regard tourné vers le ciel. Certains sont parfaitement achevés, d'autres émergent à peine de la roche, comme figés dans l'acte de création. C'est le spectacle le plus grandiose et le plus fascinant de l'île, un atelier soudainement abandonné par ses créateurs. Le matériau utilisé pour les géants n'était ni du granit ni du basalte, mais de la cendre volcanique compressée, ou tuf. Cette roche détient la clé du mystère. Le tuf frais, fraîchement mis au jour, est étonnamment tendre. On peut le couper et le gratter même avec des outils primitifs. Mais au contact de l'air et de l'humidité, il durcit avec le temps, acquérant la solidité de la pierre. Les anciens artisans de Rapa Nui avaient intuitivement compris cette propriété et en avaient fait leur plus grand atout technologique. Leurs outils, d'une simplicité trompeuse, devenaient, entre des mains expertes, le prolongement de la volonté du créateur. Leur principal outil était le toki, une hachette en basalte dure et dense, abondant dans d'autres parties de l'île. Des milliers de ces hachettes, des plus grandes et lourdes aux plus petites et précises, ont été découvertes au pied du Rano Raraku. Elles étaient consommables, une fois émoussées, elles étaient jetées et remplacées par des neuves. La création d'un moai était un processus long et ritualisé. Tout commençait par le choix de l'emplacement. Un maître tailleur de pierre, peut-être un prêtre ou un chef de clan, trouvait sur le flanc du volcan un morceau de roche approprié, sans fissure ni imperfection. Ensuite, les contours de la future idole étaient gravés sur la pierre. Le géant était toujours sculpté horizontalement, le visage tourné vers le ciel, comme s'il dormait dans un lit de pierre. Et le travail commença. Des équipes de plusieurs dizaines de personnes, se relayant, se mirent à l'œuvre. L'air résonnait du bruit sourd et rythmé du basalte frappant le tuf. Ce n'était pas une cacophonie assourdissante, mais plutôt une symphonie monotone et méditative de la création. La poussière volcanique âcre leur emplissait les poumons, le soleil brûlant chauffait la pierre, mais le travail ne s'arrêtait jamais. Jour après jour, mois après mois, année après année. Tout d'abord, les ouvriers creusèrent de profondes tranchées de part et d'autre du contour de la statue, créant ainsi un espace de travail. Puis, debout dans ces tranchées, ils commencèrent à sculpter le visage et le torse. Le visage fut le premier à émerger de la pierre. Un nez long et droit aux narines finement ciselées, des sourcils arqués et majestueux, des orbites profondes qui resteraient vides jusqu'à ce que la statue prenne place sur l'estrade cérémonielle, le Ahu. Et, bien sûr, des lèvres fines et pincées, comme pour garder un secret séculaire. Une fois le visage, les oreilles et le torse achevés, l'étape la plus cruciale et la plus périlleuse commença. Séparer le géant de la roche-mère. Les tailleurs de pierre entreprirent de creuser sous la statue, creusant progressivement plus profondément, ne laissant subsister qu'une étroite quille de pierre courant le long de son dos, reliant la sculpture de plusieurs tonnes au volcan.
C'était un travail délicat à une échelle colossale. Un faux pas, un coup trop violent et une fissure apparaissait, anéantissant le labeur de toute une génération. Quand il ne restait plus que cette dernière arête, le moment de vérité arriva. Des trous furent percés le long de la quille, dans lesquels on enfonça probablement des coins de bois que l'on arrosa. Gonflés, les coins déchirèrent la roche avec une force incroyable. Ou bien le coup final et fatal fut porté par de lourds marteaux de pierre. Dans un grincement et un craquement assourdissants qui semblèrent faire trembler tout le volcan, le géant se sépara de la roche. La naissance avait eu lieu. À l'aide d'un système de rondins et de cordes, la statue fut descendue avec précaution, centimètre par centimètre, le long de la pente jusqu'à une fosse préalablement creusée à sa base. Elle y fut redressée. Les tailleurs de pierre pouvaient alors enfin sculpter le dos et y graver des motifs sacrés et des pétroglyphes, si la commande l'exigeait. Au pied du Rano-Raraku se trouve un véritable jardin d'enfants pour géants. Des dizaines de moaïs se dressent ici, enfouis dans le sol, attendant leur heure. Leurs corps ont peu à peu disparu sous des couches de terre, ne laissant que leurs visages sévères et pensifs, devenus l'emblème de l'île. Ici, ils attendaient d'être récupérés par le clan qui les avait commandés pour le long voyage jusqu'à la côte. Mais tous les géants nés ici n'ont pas quitté leur berceau. Des dizaines de statues inachevées gisent encore sur les flancs du volcan. Parmi elles se trouve le plus grand moaï jamais créé, El Gigante. Il mesure près de 22 mètres de long et son poids est estimé à environ 270 tonnes. Il demeure, incrusté dans la falaise, un monument durable aux ambitions démesurées de ses créateurs. Que s'est-il passé? Pourquoi les travaux ont-ils été soudainement interrompus? Les ressources ont-elles manqué? Une guerre a-t-elle éclaté? Ou la foi qui a déplacé les montagnes s'est-elle simplement éteinte? Rano-Raraku est bien plus qu'une simple carrière. C'est le récit poignant d'une civilisation entière figée dans le temps. Chaque idole inachevée, chaque outil abandonné témoigne en silence de la grandeur et du déclin du peuple Rapa Nui. Ici, dans ce berceau, des géants de pierre prirent forme et âme. Nés du feu du volcan et sculptés dans sa chair, chaque moaï était prêt pour son destin ultime. Entreprendre un grand voyage à travers l'île pour devenir les gardiens éternels de son peuple. Un voyage qui continue d'inspirer l'imagination. La carrière de Rano-Raraku s'assombrit. Le dernier coup de ciseau sur le basalte résonna et se dissipa dans le vent marin. Devant les artisans, couverts de poussière blanche, se dressait leur création. Non pas une simple statue, mais l'âme incarnée d'un ancêtre, pesant des dizaines de tonnes. L'extraction n'en était qu'à mi-chemin. Le plus insaisissable commençait maintenant. Les moaïs allaient entamer leur ultime voyage, parfois long de plusieurs kilomètres, à travers collines, ravins et déserts rocailleux, pour prendre place sur l'Ahu, la plateforme cérémonielle. Et voici un mystère qui captive chercheurs, ingénieurs et rêveurs depuis des décennies. La grande énigme, le cœur même du phénomène Rapa Nui, comment ont-ils marché? Comment une civilisation sans roues, sans animaux de traits plus gros qu'une poule, sans métaux pour fabriquer des poulies et des treuils, aurait-elle pu déplacer des colosses pesant autant qu'un char d'assaut moderne? Cette question a donné naissance à de nombreuses théories, des plus prosaïques aux plus fantaisistes. Longtemps, une hypothèse apparemment logique et évidente a prévalu: la méthode du roulage. Imaginez la scène. La statue est délicatement déposée sur le dos sur un traîneau en bois, sous lequel sont disposées des rangées de rondins lisses, formant une sorte de tapis roulant.
Des centaines de personnes, s'efforçant de toute leur force, tirent sur des cordes en fibres végétales et le géant avance lentement, terriblement lentement, le long de cette voie de bois. Cette théorie paraissait si convaincante qu'elle servit de base à la célèbre expérience de Thor Heyerdahl. En 1956, il réunit un grand nombre d'insulaires et, à l'aide de leviers et de rondins, parvint à déplacer l'un des Moai et à le traîner sur une courte distance. L'expérience prouva que c'était possible. Mais à quel prix ? La méthode exigeait un nombre colossal de personnes et surtout une quantité énorme de bois. C'est cette théorie qui donna naissance à la sombre et populaire légende de l'écocide. Les habitants de Rapa Nui auraient rasé toute leur forêt pour déplacer les statues, condamnant ainsi leur civilisation. Ils seraient devenus les otages de leur propre vanité, les destructeurs de leur propre paradis. Et si nous avions abordé le problème sous le mauvais angle ? Et si la réponse se cachait non pas dans les découvertes archéologiques, mais dans la langue, le folklore, dans la mémoire même du peuple Rapa Nui ? Lorsque l'on demanda aux premiers Européens comment les statues bougeaient, les insulaires donnèrent la même réponse énigmatique. Elles marchaient toutes seules. En Rapa Nui, cela se prononçait Neke-Neke. Pour l'esprit pragmatique européen, cela ressemblait à un conte de fées, une métaphore, une belle légende sur le pouvoir magique du mana que les prêtres étaient censés utiliser pour faire marcher les idoles. Les érudits rejetaient ces récits, comme de la fiction naïve, une tentative d'expliquer une technologie dont le secret était depuis longtemps perdu. Mais et si ce n'était pas une métaphore ? Et si c'était un mode d'emploi ? Le premier à prendre cette idée au sérieux fut l'ingénieur tchèque Pavel Pavel. Dans les années 1980, il proposa de déplacer les statues debout et non couchées. Il fit remarquer que les Moai n'étaient pas conçus pour être couchés sur le dos. Leurs traits auraient été vulnérables. En revanche, leur forme, avec un torse massif, un centre de gravité décentré et une base inclinée en forme de D, était idéale pour basculer. Pavel créa une petite maquette et, à l'aide de cordes, la fit marcher, en la faisant se balancer de gauche à droite. Plus tard, avec Thor Heyerdahl, il mena une expérience grandeur nature, avec un véritable Moai de 5 tonnes. Et il marcha, lentement, maladroitement, mais la statue marcha bel et bien. Cependant, une véritable avancée a été réalisée au XXIe siècle par les archéologues américains Terry Hunt et Carl Lippo. Ils ont affiné la théorie de la marche. Ils ont avancé que les anciens Rapa Nui n'étaient pas des destructeurs sans cervelle, mais des ingénieurs brillants maîtrisant parfaitement les lois de la physique. L'ensemble de la structure Moai a été conçu dans un seul but, le mouvement vertical. Le centre de gravité a été délibérément déplacé vers l'avant, ce qui donne à la statue une inclinaison, comme si elle était sur le point de tomber. La base inclinée l'empêchait de tenir debout, mais était idéale pour la faire rouler d'un bord à l'autre. Imaginez ce processus, reconstitué par des archéologues. 3 groupes de personnes munies de solides cordes. 2 groupes sur les côtés, un derrière, pour la sécurité et le contrôle. L'équipe de gauche tire. La statue s'incline, pivote et fait un pas sur le bord gauche de sa base, puis l'équipe de droite tire. Le Moai se redresse et fait un pas sur le bord droit, en avant. Un autre pas, et encore un autre. Dans une danse rythmée, au son des chants et des tambours, aux ordres du chef, l'ancêtre de pierre de plusieurs tonnes avançait le long des anciennes routes de l'île. Neke-Neke. Il marchait de lui-même.
Cette méthode était d'une élégance remarquable. Elle nécessitait bien moins de personnes que le transport sur des rondins. Elle ne requérait pas des milliers d'arbres abattus, mais seulement de solides cordes fabriquées à partir de l'écorce du ho-ho. Cela expliquait pourquoi nombre de statues abandonnées le long du chemin menant à Lahus gisaient face contre terre. Elles avaient tout simplement trébuché et chuté en avant durant leur voyage. D'autres étaient couchées sur le dos, probablement parce que la corde de sécurité à l'arrière avait rompu. La théorie des statues ambulantes bouleverse notre vision de la civilisation de Rapa Nui. Loin d'être victimes d'une mégalomanie ayant détruit leur foyer, ces inventeurs ont trouvé une solution remarquablement efficace et durable à un problème d'ingénierie complexe en utilisant uniquement les ressources naturelles et leur propre ingéniosité. La tradition orale, longtemps considérée comme un mythe, s'est révélée être une description technique précise. La réponse à la grande énigme était là depuis toujours, transmise de bouche à oreille, de génération en génération. Il nous suffisait de cesser de nous croire plus sages que les anciens et d'écouter enfin leurs voix portées à travers les siècles. Des voix qui parlaient non de magie, mais de maîtrise. Imaginez une île différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, avec ses prairies arides et brûlées par les vents. Imaginez Rapa Nui à son apogée. C'était un monde à part. Un tapis émeraude d'herbes denses recouvrait les collines et au-dessus s'élevait une majestueuse forêt subtropicale. Au cœur de cette forêt se dressait un palmier géant, aujourd'hui disparu, le Pachalococos disperta, dont les troncs, lisses et droits comme les colonnes d'un temple antique, atteignaient 25 mètres de hauteur. À l'ombre de ces géants, le taureau miro et le ho-ho prospéraient, et l'air résonnait du murmure de milliers d'oiseaux marins nichant dans leurs canopées. Cette forêt était essentielle pour les anciens habitants de Rapa Nui. Leur foyer, leurs remèdes, leur nourriture, et surtout la clé de la réalisation de leur plus grande ambition. C'est dans ce paradis perdu que naquit la théorie la plus logique et, à première vue, la plus convaincante de la migration des Moai. Une théorie qui explique non seulement leur marche triomphale à travers l'île, mais aussi la tragédie qui suivit. Il s'agit de la théorie du rouleau forestier. Sa logique d'ingénierie est à la fois simple et brillante. Lorsque chaque idole fut soigneusement extraite du cœur rocheux du volcan Rano Raraku, l'étape cruciale commença. Des centaines de personnes, unies par une foi commune et la volonté de leur chef, s'enfoncèrent dans la forêt. Dans un craquement assourdissant, sous les coups de haches de pierre, un autre palmier géant s'abattit. Son tronc, dépouillé de ses branches, devint l'élément idéal pour créer un chemin provisoire. Imaginez cette scène. Le chemin menant de la carrière à Lahus, la plateforme cérémonielle, qui pouvait s'étendre sur plusieurs kilomètres, était pavé de dizaines de troncs de palmiers, disposés parallèlement les uns aux autres. Ils formaient un gigantesque tapis roulant, lubrifié par la sève du palmier pour un déplacement fluide. Le moai lui-même, pesant plusieurs dizaines de tonnes, était placé sur des supports ou des cadres en bois spéciaux tissés à partir des fibres les plus résistantes du bois de ho-ho. D'épaisses cordes, également tissées dans le même matériau, étaient fixées à ces supports. Et alors commença le rite sacré. Ce n'était pas un simple labeur, mais un rituel, une symphonie d'efforts humains. Des dizaines, voire des centaines d'hommes et de femmes pour les plus grandes statues, répartis en 2 groupes, s'emparèrent des cordes. Au rythme des cris et des chants qui donnaient le tempo, ils commencèrent à tirer. Lentement, centimètre par centimètre, le colosse de pierre se mit en mouvement.
Le bois craquait, les muscles se tendaient à l'extrême, la sueur perlait dans les yeux et le regard restait fixé sur Lahu qui attendait à l'horizon. Tandis que l'idole passait sur une rangée de rouleaux, les rondins arrière étaient aussitôt poussés vers l'avant, créant un chemin sans fin. Ainsi, pas à pas, jour après jour, et peut-être mois après mois, les idoles traversèrent l'île pour prendre leur place éternelle sur la côte, le regard tourné vers la terre de leurs ancêtres. Cette théorie est étayée par des preuves convaincantes. L'analyse polynique des sédiments lacustres, réalisée par des scientifiques, a permis de reconstituer avec précision l'histoire écologique de l'île. Elle a révélé que, pendant des siècles, le pollen de majestueux palmiers dominait les échantillons, puis, durant la période intense de construction des Moai, son abondance a chuté brutalement jusqu'à disparaître complètement. La forêt, qui semblait éternelle, fut sacrifiée au dieu de pierre. Et derrière ce triomphe de l'ingénierie se cachait le terrible prix du progrès. Le succès engendra la vanité. Chaque clan, chaque communauté s'efforçait de surpasser ses voisins. Les Moai devenaient toujours plus grands, toujours plus lourds, leurs chapeaux pukao toujours plus massifs. Cette course à l'ambition exigeait toujours plus de ressources, toujours plus d'arbres. La forêt, qui pendant des siècles avait tout fourni aux insulaires, du bois pour les pirogues et les maisons, des fibres pour les cordes et les filets, de la nourriture et de l'ombre, commença à reculer sous l'assaut d'une foi implacable. Le moment fatidique arriva lorsque le coup final de la hache s'abattit sur le dernier palmier géant de l'île. Ce jour-là, peut-être personne ne prit pleinement conscience de l'ampleur de la catastrophe. Mais c'était bien plus que le simple bruit d'un arbre qui s'abattait. C'était le bruit d'un monde qui s'écroulait. Avec la disparition de la forêt, toute la chaîne technologique et sociale se brisa. Il n'y avait plus de bois pour construire de grandes pirogues capables de naviguer en haute mer, et les Rapa Nui perdirent l'accès aux poissons de haute mer, leur principale source de protéines. Les torrents de pluie, auparavant retenus par les racines des arbres, commencèrent à emporter la terre fertile des collines, condamnant l'agriculture à de maigres récoltes. Les oiseaux, privés de sites de nidification, abandonnèrent l'île. Le paradis était devenu une prison, cernée par un océan infini, jadis porte d'entrée vers l'abondance, désormais barrière infranchissable. Les ressources s'épuisèrent, la famine s'installa. Une société unie par le grand projet de construction sombra dans le chaos des guerres intestines. La foi qui avait animé la création des pierres fit place au désespoir et à la rage, et cette rage se retourna contre les Moai eux-mêmes. Les divinités d'hier, témoins d'une puissance passée, devinrent les symboles d'espoir brisé. On commença à les déboulonner de leurs piédestaux, à leur briser le visage, à profaner leurs plateformes sacrées. L'ère de la création céda la place à une ère de destruction. La théorie du rouleau forestier est bien plus qu'une simple explication technique. C'est le récit épique d'une civilisation qui, dans sa quête de grandeur, a épuisé la planète qui lui a donné naissance. Les géants de pierre qui se dressent aujourd'hui sur la côte ne sont pas seulement des monuments à la ténacité et au savoir-faire incroyable de leurs créateurs. Ils sont les témoins silencieux et les pierres tombales de la grande forêt qu'ils ont sacrifiée. Ils nous rappellent sans cesse comment le plus grand accomplissement d'une culture peut engendrer sa chute et combien la frontière entre triomphe et autodestruction est ténue. Dans la nuit des temps, aux confins du monde, les gardiens du savoir ancestral, les Rapa Nui, répondirent à la question des mouvements des Moai
avec une simplicité désarmante. Ils marchaient d'eux-mêmes. Pour les Européens, habitués à la mécanique et à la force brute, cela sonnait comme un conte de fées, une métaphore, un écho du mythe des idoles vivantes imprégnées du pouvoir surnaturel du mana. Pendant des décennies, les chercheurs rejetèrent ces récits, fouillant sous leurs pieds les vestiges de traîneaux et de rouleaux de bois. Ils cherchèrent des traces d'un labeur titanesque, des traces de forêts abattues et de centaines de personnes tirant des charges insoutenables. Mais si la réponse ne se trouvait pas sous leurs pieds, mais dans les paroles mêmes de leurs ancêtres, et si les statues marchaient vraiment, cette idée qui paraissait saugrenue commença à germer dans l'esprit d'une personne bien éloignée du monde de l'archéologie. Dans les années 1980, l'ingénieur tchèque Pavel Pavel, intrigué par le mystère de l'île, décida de l'aborder non pas en historien, mais en mécanicien. Il étudia minutieusement la forme du Moai, son corps massif, son centre de gravité avancé, sa large base aux bords arrondis. Il comprit que cette forme n'était pas idéale pour un transport stable sur un traîneau. L'idole serait trop instable. Mais elle était idéale pour autre chose, le mouvement. Pavel créa une maquette en béton de 12 tonnes et, avec l'aide de bénévoles, l'attacha avec des cordes. Une équipe tira sur la corde attachée à la tête pour incliner la statue vers l'avant. 2 autres équipes, une de chaque côté, travaillaient en sens inverse, la faisant osciller d'un côté à l'autre. Et alors, un miracle se produisit. La pierre prit vie. Lentement mais sûrement, le géant commença à marcher d'un bout à l'autre de son socle, se balançant comme un danseur maladroit et avançant centimètre par centimètre. Ce n'était pas une promenade rapide, mais une démarche lente et hypnotique. La légende devenait réalité. L'expérience de Pavel attira l'attention du célèbre Thor Heyerdahl, qui invita l'ingénieur sur l'île de Pâques, même pour la reproduire avec un véritable Moai. Avec seulement 17 personnes et quelques cordes, ils déplacèrent la statue de 5 mètres de haut et de 10 tonnes sur une distance considérable. Ce fut un événement sensationnel. Le monde entier découvrit que déplacer des idoles ne nécessitait ni des milliers d'ouvriers, ni d'imposantes structures en bois. Il suffisait de maîtriser la physique, d'effectuer des calculs précis et de disposer de la technologie adéquate. Les habitants de Rapa Nui n'étaient pas seulement des ouvriers dévoués, c'étaient des ingénieurs de génie. Cependant, la véritable avancée eut lieu au XXIe siècle lorsque les archéologues américains Terry Hunt et Carl Lippo reprirent cette théorie munie des technologies modernes. Ils ne se contentèrent pas de répéter l'expérience, ils étudièrent minutieusement des dizaines de Moai, notamment ceux qui n'avaient jamais atteint leur plateforme AU et étaient restés abandonnés le long d'anciennes voies. Et c'est là que le secret le plus important fut révélé. Hunt et Lippo remarquèrent que les Moai de route découverts en chemin différaient de ceux dressés sur des piédestaux. Ils possédaient un ventre plus épais et une base inclinée vers l'avant. Cela conférait à la statue une inclinaison naturelle, comme si elle était constamment prête à faire un pas. Le centre de gravité était conçu pour la faire basculer vers l'avant. Mais cette tendance même à la chute était précisément sa force motrice. En balançant la statue d'un côté à l'autre, les anciens Polynésiens transformaient chaque chute potentielle en un pas contrôlé. La statue marchait littéralement, maintenue en équilibre par des cordes tendues, telle une marionnette géante. Il ne s'agissait pas seulement d'un moyen de transport, c'était une danse rituelle entre la pierre et l'homme. C'est pourquoi de nombreux Moai de route ont des socles ébréchés ou endommagés.
Les chocs et les vibrations constants avec le sol ont laissé des traces. Une fois la statue transportée sur l'estrade cérémonielle, son socle était taillé pour la rendre plate et stable. Cette touche finale transformait le marcheur en un gardien éternel. Les découvertes archéologiques ont confirmé cette théorie avec une précision étonnante. Le long des anciennes routes menant à la carrière, les statues tombées lors du transport gisaient soit à plat ventre en montée, soit sur le dos en descente. Cela correspond parfaitement à l'hypothèse. À la montée, l'équipe tirait l'idole vers elle et, perdant le contrôle, elle basculait vers l'avant. À la descente, en revanche, elle était freinée pour éviter une chute trop rapide et tombait vers l'arrière. Si elles avaient été transportées sur des traîneaux, les chutes auraient été chaotiques. Ainsi, des siècles plus tard, le mépris des légendes primitives céda la place à l'admiration pour la sagesse de leurs ancêtres. Les Rapa Nui ne mentaient pas. Leurs paroles n'étaient pas des métaphores. Elles transmettaient une description technique précise du processus. Les moaïs bougeaient réellement. Guidés par de petits groupes, dans une danse rythmée de cordes, ils effectuaient leur long voyage depuis le volcan Rano Raraku jusqu'à la côte pour prendre place à leur emplacement et contempler à jamais l'intérieur de l'île, veillant sur la paix de leurs descendants. Le mystère qui avait tourmenté le monde s'avéra n'être ni une histoire de technologie perdue, ni une intervention extraterrestre, mais une solution d'ingénierie brillante, inscrite dans la tradition orale et dans la forme même des géants de pierre. Pendant des siècles, Rapa Nui fut un microcosme, un laboratoire isolé de l'ambition humaine. La société, divisée en clans, rivalisait non par les armes, mais par la foi et l'habileté. Les moaïs étaient la principale source de prestige, la preuve ultime de la faveur divine, le mana. Plus la statue était majestueuse, plus elle trônait haut sur son ahus, plus le clan et son chef étaient considérés comme puissants. Cette course à la grandeur, sculptée dans la pierre, devint le moteur de la civilisation. Mais ce même moteur consommait son carburant à un rythme inexorable. La forêt était le combustible. Les majestueux palmiers Rapa Nui, aujourd'hui disparus, qui atteignaient 20 mètres de hauteur, étaient la source de vie de l'île. Leurs troncs servaient de levier et de rouleau pour déplacer des géants de plusieurs tonnes. Leurs fibres étaient tressées en cordes robustes capables de supporter le poids d'un dieu. Leur bois était utilisé pour construire des maisons et, surtout, pour fabriquer de grandes pirogues capables de naviguer en haute mer, permettant aux insulaires de s'aventurer en haute mer et de chasser les dauphins et les thons, une source essentielle de protéines. La forêt offrait son ombre, protégeait le sol volcanique fragile de l'érosion et ses fruits nourrissaient les habitants. La forêt était tout, mais la fièvre des statues était aveuglante. Chaque nouvelle génération s'efforçait de surpasser la précédente. Les moaïs grandissaient sans cesse, leur transport devenait toujours plus difficile, exigeant toujours plus de bois, toujours plus de cordes, toujours plus d'efforts humains. De plus en plus d'idoles sortaient de la carrière de Rano Raraku, comme d'une plaie encore ouverte. Des dizaines, puis des centaines de statues étaient simultanément à différents stades de création et de transport. Autour de la carrière et le long des routes, la forêt s'éclaircissait. D'abord, les palmiers les plus grands et les plus épais, idéaux pour les rouleaux, disparurent, puis des arbres plus petits prirent le relais. Personne n'y voyait une menace. L'île paraissait immense et la forêt éternelle.
C'était une distorsion cognitive qui frappe les civilisations à l'apogée de leur puissance. La certitude que demain sera identique à aujourd'hui. Puis vint le jour où le dernier tronc de l'arbre géant fut abattu. Peut-être n'était-ce pas un événement dramatique. Peut-être l'homme qui le coupa ne se rendait-il pas compte de la portée historique de son geste. Il lui fallait simplement un rouleau compresseur, un levier de plus, pour déplacer une autre idole de quelques mètres plus près de la côte. Mais avec le coup final de la hache, avec le fracas final du géant qui s'écrasait, un interrupteur invisible se mit en marche. L'avenir de Rapa Nui fut changé à jamais. Les conséquences ne furent pas immédiatement visibles, elles s'accumulèrent lentement, comme un poison lent. D'abord, l'exploitation des carrières cessa. À Ranoraraku, près de 400 statues inachevées se dressent encore aujourd'hui, témoins silencieux de l'interruption brutale des travaux. Certaines sont presque prêtes à être transportées, d'autres émergent à peine de la roche. Elle gigante, la plus imposante de toutes, demeure enchâssée dans son lit de pierre, monument éternel à une ambition démesurée. Les artisans partirent, faute de moyens pour déplacer leur création. Le grand chantier, qui avait duré 5 siècles, prit fin. Puis vint la famine. Privés de leurs grandes pirogues, les insulaires se retrouvèrent piégés près du rivage. Les poissons et les dauphins, autrefois abondants, devinrent inaccessibles. Les colonies d'oiseaux, qui avaient jadis produit des millions d'œufs et de carcasses, furent anéanties. Les rats, introduits par les premiers colons, proliférèrent en l'absence de prédateurs et dévorèrent tout, jusqu'aux noix des derniers palmiers, privant ainsi la forêt de sa capacité de régénération. Les collines dénudées, privées de la protection des arbres, devinrent la proie des vents et des pluies tropicales torrentielles. La terre fertile fut emportée par l'océan. Les récoltes de patates douces, de taros et d'igname diminuèrent d'année en année. L'île, jadis un paradis subtropical, se transformait en un désert aride et brûlé par les vents. L'effondrement écologique a inévitablement entraîné l'effondrement social. La foi ancestrale s'est effondrée. Les dieux et les ancêtres divinisés, en l'honneur desquels les Moai avaient été érigés, sont restés silencieux. Ils n'ont apporté ni pluie, ni récolte, ni poisson. L'autorité des chefs prêtres, dont le pouvoir reposait sur leur lien avec le monde divin, s'est évaporée avec les derniers arbres. Les guerriers ont pris leur place, une société de bâtisseurs s'est transformée en une société de combattants. Les archéologues mettent au jour des milliers de pointes de lance et de fléchettes en obsidienne, appelées mata'a. Ils découvrent des preuves que les populations se réfugiaient dans des grottes dont elles fortifiaient l'entrée. Les traditions orales recueillies par les premiers Européens regorgent de récits glaçants de guerres brutales entre clans et de cannibalisme, non pas dictés par un rituel, mais par une faim extrême. Le paradis insulaire s'est mué en prison insulaire où les prisonniers s'affrontaient pour les dernières miettes de ressources. Puis commença la période la plus terrible, l'ère de Kurimoai, le renversement des statues. Dans la rage et le désespoir, le peuple déchaîna sa haine sur ceux qui l'avaient trompé, les idoles de pierre. Un clan qui avait triomphé de ses voisins ne se contenta pas de tuer ses ennemis. Il marcha jusqu'à son Nahu ancestral et fit s'écraser ses Moai, le visage contre le sol. Ce fut un acte d'humiliation suprême, un massacre symbolique de l'esprit et de la force du clan ennemi. Imaginez la scène, des groupes de personnes épuisées et amères, utilisant des leviers et des cordes de fortune confectionnées à partir des derniers vestiges de végétation, poussant des cris sauvages, abattant à terre le géant que leurs ancêtres avaient mis des décennies à ériger.
Le bruit sourd du rocher de plusieurs tonnes s'écrasant au sol sonna le glas de leur civilisation. Les visages de pierre, qui avaient contemplé le ciel pendant des siècles, fixaient désormais, impuissants, la poussière. Au XVIIIe siècle, lorsque les Européens arrivèrent, plus aucun Moai ne se dressait sur son socle. L'île était presque déserte. Sa population, qui avait culminé à 15 000 habitants, avait chuté à 2 ou 3 000. Les Rapa Nui rencontrés par les explorateurs n'étaient plus que l'ombre de leurs ancêtres. Ils vivaient dans la misère, au milieu de ruines majestueuses, incapables même d'expliquer comment ces géants avaient été créés et érigés. Le souvenir d'un passé glorieux s'était presque entièrement évanoui, remplacé par des mythes de guerre et de destruction. La civilisation qui avait créé l'une des merveilles les plus impressionnantes du monde s'était autodétruite, ne laissant derrière elle qu'un mystère et un avertissement funeste. Un avertissement. Même les créateurs les plus brillants peuvent devenir les artisans de leur propre perte lorsque leurs ambitions dépassent leur sagesse et que leurs besoins dépassent les possibilités de leur petit monde. L'âge d'or de Rapa Nui, un siècle de construction colossale et d'une foi inébranlable, touchait à sa fin tragique. L'air, jadis empli des chants des ouvriers et du cliquetis rythmé des haches de pierre, vibrait désormais d'une tension palpable. L'épaisse palmeraie qui, d'antan, fournissait le bois pour les pirogues, les leviers et les abris, n'était plus qu'une terre aride et balayée par les vents. Le sol, appauvri par des siècles d'agriculture intensive, ne pouvait plus nourrir la population croissante. Le paradis insulaire se transformait lentement en prison, et au milieu de ce monde en déclin, il se dressait encore, les Moai. Des centaines de géants de pierre, leurs orbites vides fixant leurs descendants d'un reproche silencieux. Symbole de pouvoir, intercesseur auprès des dieux, garant de prospérité, chaque idole incarnait le mana, le pouvoir spirituel du clan et de son chef. Plus le Moai était grand et majestueux, plus le clan était considéré comme puissant. Mais à présent, les promesses gravées dans la pierre se révélaient vaines. Le murmure étouffé de la faim fit place à une colère ouverte. Comment les ancêtres avaient-ils pu permettre cela ? Pourquoi les dieux les avaient-ils abandonnés ? Pendant des décennies, des siècles, les insulaires avaient consacré toute leur énergie, toutes leurs ressources à la construction de ces idoles, persuadés qu'elles garantiraient leur bien-être. Et maintenant, leurs pirogues pourrissaient sur le rivage, car il ne restait plus d'arbres pour en construire de nouvelles. Les poissons avaient disparu des eaux côtières. Les colonies d'oiseaux étaient anéanties. La colère, tel un poison lent, s'insinua dans le cœur des insulaires, et cette colère ne se dirigeait pas seulement contre les chefs et les prêtres, mais contre les idoles de pierre elles-mêmes. La foi qui avait été le fondement de leur civilisation s'était fissurée, et de cette fissure jaillit le chaos. Les guerriers remplacèrent les sculpteurs et les ingénieurs. Une société unie par un idéal commun et noble se désintégra en clans rivaux, se disputant les maigres ressources. Les archéologues ont mis au jour des preuves glaçantes de ce déclin. Des milliers de pointes de lance et de fléchettes en obsidienne, appelées Mata'a. Ces fragments mortels de verre volcanique jonchent l'île, témoignant de décennies, voire de siècles, de guerres intestines brutales. Les habitants se réfugiaient dans des grottes, des abris dont les entrées étaient fortifiées par des murs de pierre. Le paradis devint un champ de bataille. Commença alors ce que les Rapa Nui appellent le Kurimoai, le renversement des statues. Il ne s'agissait pas d'un acte de vandalisme gratuit,
mais d'un geste d'une importance symbolique et politique capitale. Imaginez la scène. À la faveur de la nuit ou sous le soleil de midi, des guerriers d'un clan rival s'approchent de la plateforme sacrée d'Ahu. Ils ne portent pas d'outils de construction, mais des instruments de destruction. D'épaisses cordes d'écorce, derniers vestiges de la végétation d'antan, sont enroulés autour du cou ou de la tête du géant. Des dizaines d'hommes, s'efforçant de toute leur force, tirent, tandis que d'autres minent les fondations de l'idole à l'aide de pierres faisant levier. Un craquement sinistre, une pierre qui se fissure. Le géant, dressé depuis des siècles, commence à s'incliner lentement. Un instant, il semble lutter, s'accrochant à sa place entre ciel et terre, puis, dans un rugissement assourdissant, il s'écrase au sol. Le bruit de sa chute résonne à travers l'île, un bruit qui symbolise non seulement la chute d'une idole, mais l'effondrement d'un monde entier. Le but n'était pas simplement de détruire, il s'agissait d'humilier et de profaner. Renverser le Moai d'un clan rival revenait à détruire son mana, sa protection spirituelle, et à rompre son lien avec ses puissants ancêtres. C'était comme brûler un drapeau et profaner un temple simultanément. Plus important encore, presque toutes les statues furent renversées face contre terre. Elles furent jetées à terre afin que leurs yeux omniscients, qui jadis veillaient sur les villages de leurs descendants, ne puissent plus se tourner vers le ciel ni vers les hommes. C'était un acte de cécité symbolique. Tu ne les protégeras plus. Tu ne seras plus témoin de leur souffrance. Ton pouvoir est épuisé. La guerre des clans était une guerre d'idoles. Plateforme après plateforme, Ahu après Ahu, les gardiens de pierre de Rapa Nui s'effondraient les uns après les autres. Ceux qui avaient jadis été érigés au prix d'efforts incroyables étaient désormais abattus avec une fureur non moins grande. L'île devint un cimetière de dieux déchus. Seules quelques statues près de la carrière de Ranuraraku, celles qui n'avaient jamais atteint leur socle, demeuraient debout comme figées dans une attente éternelle. Les autres gisaient brisés, décapités, enfouis sous terre, témoins silencieux de la folie qui avait consumé leur créateur. L'ère d'Ahu et de Moai, ère de grande construction et d'une foi unifiée, s'est enfoncée dans le sang et le chaos. La civilisation qui avait créé l'une des plus grandes merveilles du monde se dévorait de l'intérieur. L'ancien ordre fut réduit en cendres, mais la nature, comme la société humaine, a horreur du vide. Sur les cendres de l'ancienne foi, les flammes d'un nouveau culte, plus brutal et sanglant encore, né du désespoir et de la lutte pour la survie, flambaient déjà. La guerre pour les statues était terminée, mais la bataille pour l'île elle-même ne faisait que commencer. Pendant des siècles, elle ne fut qu'un point minuscule dans l'immensité bleue du Pacifique, un secret jalousement gardé par l'océan lui-même. Un monde de mythes, d'esprits et de pierres, régi par ses propres lois, totalement isolé du reste de l'humanité. Pour ses habitants, le peuple Rapa Nui, l'horizon était la limite de l'univers. Mais un jour, l'univers décida de leur rendre une nouvelle visite. Cette visite changea à jamais l'île et notre perception des limites du possible. Nous sommes en 1722, dimanche de Pâques, le 5 avril. L'amiral néerlandais Jacob Roggeveen, après des mois exténuants en mer, est à la recherche de la mythique Terre de Davis. Au lieu d'un continent, son équipage épuisé aperçoit à l'horizon un point de terre solitaire et brûlé par le soleil. Du pont du navire, l'île paraît déserte et inhospitalière. Pas de grands arbres, pas de forêts denses, seulement les douces pentes de volcans éteints, couvertes d'herbes sèches. Mais à mesure qu'il s'approche,
L'incrédulité sur leur visage cède la place à une stupéfaction pure et viscérale. Le long du rivage, dos à la mer, ils se dressaient, les géants. Silencieux, sculptés dans la pierre grise, le visage allongé et les orbites profondes, ils contemplaient l'intérieur de l'île tel d'éternels gardiens d'un secret oublié depuis longtemps. Ils étaient partout. Des dizaines, des centaines de colosses de pierre, dont la présence sur cette île isolée semblait non seulement impossible, mais défiait toute logique. Les marins, témoins de merveilles et d'horreurs à travers le monde, restaient sans voix. Qui avait bien pu créer une telle chose? Et surtout, pourquoi? Lorsque les Européens débarquèrent, le mystère s'épaissit. Ils furent accueillis par des insulaires au corps tatoué, certains avec des lobes d'oreilles anormalement étirés. Ils vivaient dans de simples huttes de roseaux et se déplaçaient dans de petites pirogues fragiles, faites de planches cousues ensemble. Roggevin et son équipage observèrent ces gens, puis les statues colossales, et à leurs yeux, les deux réalités étaient inconciliables. Comment ce peuple dépourvu de métal, de roues, d'animaux de trait, ou même de bois résistants pour fabriquer des leviers et des rouleaux, avait-il pu sculpter des monolithes de plusieurs tonnes dans le tuf volcanique le plus dur, les transporter sur des kilomètres et les ériger sur d'immenses plateformes de pierre? Les Hollandais découvrirent une société qui leur parut pauvre et primitive. Ils n'y virent ni grands ingénieurs, ni bâtisseurs. Ils ne virent que l'ombre de sa gloire passée, dont il ne restait que des idoles de pierre. Perplexe, Roggevin abandonna l'île, la baptisant île de Pâques en souvenir du jour de sa découverte. Il n'emporta pas des trésors, mais le plus grand mystère archéologique qui ait jamais fasciné l'Europe. Près d'un demi-siècle s'écoula. Le monde avait presque oublié cette île étrange et ses géants de pierre. Mais en 1770, une expédition espagnole commandée par Felipe González de Haedo approcha de ses côtes. Les Espagnols avaient d'autres objectifs. Ils venaient revendiquer cette terre pour la couronne espagnole. Ils organisèrent une cérémonie d'annexion officielle, érigeant 3 croix de bois au sommet du volcan Pouac. Les chefs locaux, ne comprenant pas la portée de l'événement, signèrent l'acte d'annexion, non pas avec des lettres, mais avec d'étranges symboles, dont l'un ressemblait à un oiseau sacré. Les Espagnols, comme les Hollandais avant eux, furent stupéfaits par la vue des Moaïs. Fait significatif, leur rapport indiquait que la plupart des statues se dressaient encore fièrement et inébranlables sur leur plateforme cérémonielle, les Ahus. La société de Rapa Nui, malgré des conditions de vie difficiles, conservait encore des vestiges de sa culture et de son ordre passé. Mais ce n'était qu'un dernier moment de calme avant la tempête. 4 ans plus tard seulement, en 1774, le plus grand navigateur et explorateur de son époque, le capitaine James Cook, débarqua sur l'île. Sa visite n'était pas une conquête, mais une mission scientifique, et ce qu'il vit contrastait fortement avec les récits espagnols. Le spectacle qui s'offrit à Cook était apocalyptique. De nombreux géants gisaient à terre. Ils étaient prostrés, le visage contre le sol, précipités de leurs piédestaux. Leurs yeux de corail, jadis tournés vers le ciel, étaient arrachés et brisés. Les majestueux Ahus, plateformes sacrées, étaient partiellement détruits. Le lieu ressemblait à un champ de bataille, un cimetière de dieux déchus. Que pouvait-il bien se passer en si peu de temps? D'après les observations de Cook, le peuple Rapa Nui était en proie à un profond déclin. Leur nombre semblait avoir considérablement diminué. Ils paraissaient émaciés
et des traces de guerre intestine et de désespoir étaient visibles parmi eux. Il semblait que l'esprit même qui avait permis à leurs ancêtres d'ériger des colosses de pierre les avait finalement abandonnés. Cook, homme pragmatique, était encore plus perplexe que Roggeveen. Il mesura soigneusement les statues, estima leur poids et ne parvenait pas à comprendre comment elles avaient pu être transportées sur un terrain aussi accidenté. Nous avions peine à imaginer comment ces insulaires, ignorant tout de la mécanique, avaient pu ériger ces figures merveilleuses, écrivit-il dans son journal. Les premiers Européens n'ont pas assisté à la naissance d'un miracle, mais à son agonie. Ils ont vu le dénouement d'un drame séculaire, sans en connaître ni l'intrigue, ni les causes. Ils ont perçu le résultat, mais le processus lui-même demeurait obscurci par les brumes du temps. Ils ont contemplé des géants déchus et un peuple vivant, au milieu des ruines de leur propre grandeur, et se sont posé la question qui allait devenir le leitmotiv de l'histoire de l'île de Pâques. Non pas « Qui êtes-vous ?», mais « Que vous est-il arrivé ?» Ils ont rapporté en Europe l'image d'un paradis perdu et mystérieux, les fragments d'une grande civilisation dont les secrets étaient destinés à être percés par les générations futures. Le mystère de Rapa Nui avait été révélé au monde, mais sa clé demeurait enfouie sous le sol volcanique de l'île. Oubliez un instant les leviers, les cordes et les rondins. Mettez de côté les calculs des ingénieurs et les schémas complexes des archéologues. Pour entendre la vérité, il ne faut pas écouter le cliquetis des pierres, mais le murmure porté par le vent salé sur l'île. Ce sont les voix des ancêtres, l'écho d'une tradition orale qui a préservé un savoir intemporel. Lorsque les premiers Européens, stupéfaits par la vue des géants de pierre, posèrent au Rapa Nui une simple question. « Comment les avez-vous déplacés ?» Ils reçurent une réponse qui ressemblait à un conte enfantin, à une plaisanterie, voire à une métaphore. Une réponse transmise de bouche à oreille, de génération en génération, avec une certitude inébranlable. La réponse était simple et incroyable. Les Moai marchaient tout seuls. Ko te Moai, he haere. À Rapa Nui, cela sonne comme un mantra. Les statues, elles ont marché. Pour un esprit occidental habitué aux lois de la physique, c'était absurde. Mais pour les insulaires, c'était une vérité immuable, indubitable. Il ne voulait pas dire que les statues avaient des jambes. Il parlait d'une force bien plus grande que la force musculaire et la corde. Il parlait de mana. Le mana n'est pas qu'un simple mot. Il est la pierre angulaire de toute la culture polynésienne. Il ne s'agit pas de magie au sens primitif du terme. Le mana est une énergie spirituelle, une force divine, une essence vitale qui imprègne l'univers. Il émane des dieux et des ancêtres. Il était maîtrisé par les chefs, les prêtres et les artisans les plus habiles. Le mana conférait le pouvoir sur la nature, assurait la fertilité des terres et assurait la victoire au combat. Et c'est le mana, selon les croyances Rapa Nui, qui donnait vie au Moai. La statue n'était pas qu'un simple bloc de pierre. Dès l'instant où l'artisan sculpta les yeux et les incrusta de corail et d'obsidienne, le Moai prit vie. Il devint un réceptacle, l'incarnation de l'esprit d'un ancêtre puissant, l'Arika, le chef du clan. Il devint la manifestation physique de leur mana sur terre, et seul celui qui possédait un mana comparable, voire supérieur, pouvait lui donner un ordre. La tradition orale décrit ce processus en détail. Il ne s'agissait pas d'un travail, mais d'un rituel sacré. Un grand chef ou un prêtre, dont le pouvoir spirituel était indéniable, s'approchait de la sculpture. Il ne criait pas,
ne la poussait pas. Il lui parlait. Il récitait des incantations spéciales et chantait des chants sacrés, le ryu, transmis seulement à quelques élus. Ces chants étaient une clé, un code, qui activait l'énergie cachée dans la pierre. Imaginez cette scène. Des dizaines, des centaines de personnes se tiennent debout, dans un silence respectueux. Au centre se dresse une figure gigantesque, son ombre se projetant sur le sol. Devant elle se tient un homme seul, un chef, dont les paroles, imprégnées de mana, vibrent dans l'air. Il ne s'adresse pas à une pierre inerte, il parle à l'esprit du grand ancêtre emprisonné en son sein. Il lui demande de se lever et de rejoindre sa demeure éternelle, l'Ahu, pour veiller à jamais sur les terres de son clan, les protégeant et les préservant. Et la pierre obéit. Lentement, avec une dignité incroyable, la statue se mit à bouger. Elle ne vola pas dans les airs. Elle marcha, se balançant d'un côté à l'autre, pas à pas, au rythme du chant sacré. Chaque pas était une manifestation de la volonté divine, une démonstration du pouvoir du chef et de son lien indissoluble avec le monde des esprits. C'était la plus grande confirmation de son autorité et de la faveur des dieux. Les personnes tirant sur les cordes n'étaient qu'un élément auxiliaire, un prolongement physique de l'impulsion spirituelle, mais la force motrice était le mana. Les légendes ont préservé les noms de ceux qui maîtrisaient ce pouvoir. Elle parle du puissant roi Hotumatua, qui mena son peuple sur l'île et érigea les premiers moai grâce à la puissance de son mana. Elle raconte l'histoire d'une sorcière vivante au pied du volcan, Rano Raraku. Elle préparait le repas des tailleurs de pierre, et bien qu'ils fussent rassasiés et la respectassent, elle utilisa son pouvoir pour ordonner aux statues de descendre les pentes et de retourner à leur Ahu de l'autre côté de l'île. Mais un jour, les tailleurs de pierre dévorèrent son repas, ne lui laissant qu'une queue de homard. Profondément offensée, elle entra dans une rage folle et lança une malédiction. À cet instant précis, tous les moai qui étaient en route ou se préparaient à descendre du volcan se figèrent sur place, à jamais. C'est pourquoi, disent les anciens, tant de statues se dressent encore sur les pentes du Rano Raraku et le long des anciennes routes. Leur mana fut interrompu. Alors pourquoi ont-ils cessé de marcher? La tradition orale apporte aussi une réponse bien plus profonde que la simple raréfaction des ressources. Le mana n'est pas infini. Il a besoin d'être nourri. Il s'amenuise lorsque les interdits sacrés, tapus, sont transgressés, lorsque la foi s'évanouit, lorsque les querelles et les guerres fratricides éclatent, lorsque le chaos régnait sur l'île, lorsque les clans se sont affrontés, détruisant les moai de leurs ennemis, le lien sacré fut rompu. Les chefs perdirent leur pouvoir spirituel. Les dieux se détournèrent, les ancêtres se turent. Le mana quitta l'île et les moai redevinrent de simples pierres, lourds, froids, immobiles. Le secret de leur mouvement se perdit non pas par oubli de la technologie, mais par perte de la foi et de la pureté spirituelle qui l'animait. Pour nous, cela peut sembler une légende, mais pour le peuple Rapanui, c'était l'histoire d'un monde où l'esprit et la matière ne faisaient qu'un, où la foi était un outil et les mots un levier. La voix de nos ancêtres nous dit que déplacer une montagne exige non seulement la force des mains, mais aussi un esprit indomptable. Et peut-être que le véritable mystère de l'île de Pâques ne réside pas dans la manière dont ils ont déplacé les statues, mais dans l'incroyable civilisation qu'ils ont su bâtir grâce à la seule force de leur foi. Depuis des siècles, Rapanui s'exprime par énigmes. Son langage est le silence de la pierre,
le murmure du vent dans les hautes herbes et le reproche silencieux des orbites vides des Moaïs qui scrutent les profondeurs de l'île. Des générations d'explorateurs, d'aventuriers et de rêveurs ont tenté de percer ces mystères, s'appuyant sur des fragments de légendes, des conjectures et de rares découvertes archéologiques. Ils ont écouté le silence, mais n'ont pu discerner que l'écho de leurs propres théories. La vérité est restée enfouie sous des couches de terre et de temps. Mais au XXIe siècle, de nouveaux explorateurs arrivèrent sur l'île. Leurs expéditions ne perturbèrent pas les anciens sites funéraires et leurs outils n'étaient ni pioches ni pelles, mais faisceaux lumineux, signaux satellitaires et une puissance de calcul colossale. Ils ne vinrent pas pour creuser, mais pour voir ce qui était caché à l'œil nu. L'ère du déchiffrement du code de Rapa Nui avait commencé. Imaginez un avion survolant méthodiquement une île grâce à un réseau invisible d'impulsions laser. Cette technologie, appelée LIDAR, peut pénétrer la végétation dense et cartographier le sol avec une précision micrométrique. Des milliards de points de données, collectés pendant plusieurs heures de vol, ont été fusionnés en un modèle numérique unique et d'une précision stupéfiante de l'île. Et lorsque des algorithmes informatiques ont effacé toute la végétation moderne de ce modèle, un fantôme du passé a émergé à travers le voile du temps. Une scène inédite depuis des siècles apparue sur les écrans d'ordinateurs. Un réseau complexe de routes rayonnait depuis la carrière de Rano Raraku. Il ne s'agissait pas de simples chemins, mais de véritables ouvrages d'art. Larges et concaves, elles étaient parfaitement conçues pour le transport de charges massives et instables. Les routes longeaient des pentes abruptes, évitaient les zones rocheuses et menaient directement au site des Ahu, sur la côte. Les légendes des chemins sacrés, empruntés par les Moaïs, trouvèrent une confirmation topographique concrète. Le LIDAR révéla ces itinéraires. Mais qui les a réellement parcourus? La réponse à cette question était inscrite dans la pierre elle-même. Les scientifiques ont eu recours à l'analyse géochimique. Chaque Moaï, à l'instar d'un être humain, possède sa propre empreinte digitale, unique, sa composition chimique déterminée par l'emplacement précis dans la carrière d'où provient le bloc de tuf. En prélevant des échantillons sur des dizaines de statues disséminées sur l'île et en les comparant à une carte chimique détaillée de la carrière de Rano Raraku, les chercheurs ont accompli un véritable miracle. Ils ont déterminé le lieu de naissance précis de chaque statue. Ils disposaient désormais non seulement de repères, mais aussi des points de départ et d'arrivée exacts de chaque géant. Le puzzle commençait à se reconstituer. Le tableau se précisait. Voici la route menant au nord, et nous savons que c'est par là que la statue géante de Paro a été transportée. Et voici la route vers le sud-ouest, destinée aux Moaïs des Ahu de Tongariki. Mais la question principale demeurait « Comment ?» C'est là que les simulations informatiques sont entrées en jeu. Dans des laboratoires virtuels, affranchis des contraintes du monde réel, les géants de pierre ont repris vie. Les scientifiques ont créé des modèles 3D précis des Moaïs, leur conférant des propriétés physiques réalistes, masse, centre de gravité et coefficient de frottement. Ils ont intégré au modèle le terrain des anciennes routes obtenues grâce à la technologie LIDAR. Puis, forts de leur théorie, ils ont entamé leur expérience. Les maquettes tirées sur des traîneaux en bois s'enlisaient constamment ou nécessitaient un nombre improbable de personnes et de bois. Celles roulées sur des rondins se révélaient extrêmement instables sur les routes accidentées.
Mais lorsqu'une équipe de programmeurs et d'archéologues a appliqué les principes de la théorie de la marche à la maquette, un miracle s'est produit. Le moai virtuel, retenu par 3 cordes, se mit en mouvement. Se balançant d'un côté à l'autre, tiré rythmiquement par les 2 groupes latéraux et maintenu en place par le 3e groupe à l'arrière, il commença à avancer. Son socle massif et son centre de gravité déplacé vers l'avant le transformaient d'un bloc maladroit en un objet parfaitement adapté à ce type de déplacement. La danse numérique du dieu de pierre sur l'écran d'ordinateur était hypnotisante. La simulation montrait que déplacer une statue d'environ 10 tonnes ne nécessitait qu'une vingtaine de personnes, fortes, coordonnées et rythmées. Il ne s'agissait pas de l'effort herculéen de milliers d'esclaves, mais du travail habile d'une petite équipe bien organisée. Mais la technologie a révélé bien plus que les secrets des mouvements des statues. L'analyse des pollens et des phytolithes anciens, des fossiles végétaux microscopiques présents dans le sol, a également bouleversé l'histoire écologique de l'île. Certes, les forêts ont disparu, mais elles ont été remplacées non par le désert, mais par un système agricole complexe. Le lidar a révélé des milliers de jardins de pierre, des zones où les habitants de Rapa Nui recouvraient délibérément le sol de pierre pour le protéger de l'érosion, retenir l'humidité et l'enrichir en nutriments. Il ne s'agissait pas d'un suicide écologique, mais d'une incroyable adaptation et d'une ingénierie ingénieuse dans des conditions extrêmes. La technologie moderne nous a certes empêchés d'entendre la voix des anciens Rapa Nui, mais elle a fait bien plus. Elle nous a permis de voir le monde à travers leurs yeux, de discerner la logique du tracé des routes, de lire l'histoire d'un voyage dans la composition chimique d'une pierre, de saisir la physique de leur ingénieuse solution d'ingénierie. Le code Rapa Nui ne se résumait pas aux hiéroglyphes des tablettes Rongorongo, que nous ne parvenons toujours pas à déchiffrer. Le véritable code était gravé dans le paysage, inscrit dans la physique des statues, préservé dans les particules de sol. Et aujourd'hui, grâce à la science, nous apprenons enfin à le lire. Le dialogue silencieux avec le passé commence à prendre sens. Nous voici donc aux confins du monde, sous l'immensité du ciel polynésien, tandis que le vent marin nous apporte des embruns salés et le murmure de l'éternité. Devant nous se dressent les témoins silencieux d'une ère révolue, les moai. Leur silence de pierre est plus assourdissant que n'importe quel cri. Au terme de notre voyage au cœur des mystères de Rapa Nui, nous abordons la question essentielle. Non pas qui ou comment ont déplacé ces géants, mais pourquoi? Et quels enseignements nous ont-ils laissés, à nous, leurs lointains descendants? La réponse à cette question dépasse la simple résolution d'un problème technologique ancien. C'est une histoire de triomphe et de tragédie, d'une foi poussée à l'extrême et du prix payé par une civilisation qui oublie la fragilité de son monde. Imaginez Rapa Nui à son apogée. Ce n'était pas l'île fantôme que nous connaissons aujourd'hui. C'était un monde vibrant, grouillant de vie. Les pentes du volcan Ranoraraku résonnaient du bruit des haches de pierre qui taillaient un nouveau colosse. Des milliers de personnes participaient à ce projet colossal. Ce n'était pas simplement du travail, c'était un devoir sacré, une compétition entre clans. Chaque nouveau moai devait être plus grand et plus majestueux que le précédent. Les statues n'étaient pas de simples idoles. Elles incarnaient le mana, le pouvoir spirituel des ancêtres. Plus le moai était grand et imposant, plus il conférait de bénédictions et de protection à sa lignée. Le long des routes, au rythme des chants et du grincement des traîneaux de bois, les dieux de pierre avançaient lentement,
pas à pas. La terre tremblait sous leur poids. C'était l'apogée de la volonté et du génie humain. Le peuple Rapa Nui contemplait ces créations avec fierté et une vénération sacrée. Ils avaient dompté la pierre, l'avaient fait marcher. Leur pouvoir sur l'île semblait sans limite. Ils étaient maîtres de leur univers. Mais ce paradis s'avéra fragile. L'obsession de la gigantomanie, ce désir insatiable de surpasser leurs voisins et d'apaiser leurs ancêtres par des monuments toujours plus imposants, exigeait des ressources considérables. Et la plus précieuse était le bois. Les majestueux palmiers qui recouvraient jadis l'île entière servaient à construire des traîneaux et des leviers pour déplacer les statues. Ils permettaient également de fabriquer des canoës pour pêcher en haute mer. La forêt, quant à elle, offrait nourriture, abri et ombre, et ainsi, dans cette lutte de vanité, la hache du bûcheron entonna son chant funèbre à travers les palmeraies. Arbre après arbre, bosquet après bosquet. Personne ne remarqua le Rubicon franchi. Personne n'entendit le silence funeste qui s'abattit après la chute du dernier grand arbre de l'île. Les conséquences furent catastrophiques et irréversibles. La disparition des forêts entraîna la disparition de la construction de grandes pirogues. L'océan, jadis une source abondante de nourriture, devint inaccessible. Les pêcheurs ne pouvaient plus pêcher que le long du rivage. Sans la protection des arbres, les sols volcaniques fertiles furent victimes de l'érosion. Le vent et la pluie emportèrent la mince couche d'humus vers l'océan. Les récoltes devinrent de plus en plus maigres. Les oiseaux nichant dans la cime des arbres disparurent, privant les insulaires d'une autre source de nourriture. La faim devint une ombre constante, poursuivant chaque insulaire. La société prospère commença à se désintégrer. La foi en la puissance des ancêtres, dont les visages étaient sculptés dans la pierre, fut ébranlée. Comment les Moai tout-puissants, pour lesquels de tels sacrifices avaient été faits, pouvaient-ils permettre cela? Où était leur protection? Où était leur mana? Une ère de chaos et de guerre s'ouvrit. Ce qui, la veille, avait fait la fierté était devenu un objet de haine. Les clans qui rivalisaient encore récemment d'érection de statues s'affrontaient désormais pour les détruire. Furieux et affamés, les peuples passèrent des cordes autour du cou des géants de pierre et, dans des cris sauvages, les renversèrent de leurs piédestaux. Cette période est connue sous le nom de Kuri Moai, la chute des statues. Le bruit sourd d'un colosse de plusieurs tonnes s'écrasant au sol était le son d'un monde qui s'écroulait. Les yeux de corail des statues furent arrachés, les privant de leur pouvoir spirituel. Elles tombèrent face contre terre, comme honteuses de leur incapacité à protéger leurs enfants. Le culte des ancêtres fut remplacé par un nouveau culte brutal, celui de Tangata Manu, l'homme-oiseau. Chaque année, les chefs de clan ou leurs représentants s'affrontaient dans une course mortelle, descendre une falaise abrupte, nager jusqu'à l'île voisine de Motunui, trouver le premier œuf de sterne fuligineuse et revenir sans le briser. Le vainqueur était proclamé souverain sacré pour l'année. C'était une tentative désespérée de trouver une nouvelle source d'ordre dans un monde où les anciens dieux étaient morts. L'histoire de Rapa Nui est bien plus que le récit d'un peuple lointain. C'est un miroir dans lequel se reflète l'humanité entière. C'est une maquette de notre monde, une planète en miniature. Un îlot isolé au milieu d'un vaste océan, aux ressources limitées, et dont la population, aveuglée par ses ambitions et sa conviction d'être toute puissante, n'a pas pris conscience d'avoir détruit l'environnement même qui lui donnait la vie. Aujourd'hui, les Moai restaurés d'Ahu Tongariki tournent à nouveau vers l'intérieur des terres,
vers leur ancien domaine. Mais leur regard n'est plus ni hautain, ni protecteur. Il exprime une sagesse ancestrale et un reproche silencieux. Ils ont tout vu, la prospérité et l'arrogance, la course effrénée au prestige, les ravages de la nature, la famine, la guerre et le désespoir. Ils ont vu la civilisation s'autodétruire. Nous, habitants de la planète Terre, vivons nous aussi sur une île, perdue dans l'immensité de l'espace. Nous avons, nous aussi, nos propres moaïs, symboles de notre progrès, de notre puissance, de notre consommation. Nous les construisons en béton, en acier et en code numérique, tout en déforestant l'Amazonie, en polluant les océans et en dérégulant le climat. Nous croyons nous aussi à l'inépuisabilité de nos ressources et à la capacité de notre génie technologique à résoudre tous les problèmes. Mais la leçon des géants de pierre est simple et impitoyable. Toute civilisation, même la plus avancée, peut s'effondrer sous le poids de ses propres réalisations si elle ignore les lois de la nature. Entendrons-nous le murmure du dernier arbre? Comprendrons-nous que les ressources de notre planète sont limitées? Ou bien nos descendants erreront-ils un jour parmi les ruines de nos mégapoles, comme nous errons aujourd'hui parmi les moaïs déchus, et se demanderont-ils: comment ont-ils pu être aussi aveugles? Les idoles de pierre de Rapa Nui ne sont plus un mystère du passé. Elles sont devenues un message pour l'avenir. Leur regard, fixé sur l'éternité, se tourne désormais vers nous. Gardiennes éternelles à la frontière entre triomphe et oubli, elles résonnent dans leur silence froid et de pierre la question la plus importante de l'histoire de l'humanité. Elles attendent notre réponse.